Les chevaux ont la capacité de réguler naturellement leur température corporelle et donc de la maintenir pratiquement toujours constante. La température normale d'un cheval adulte au repos se situe entre 37,5 et 38,2. La robe et la peau des chevaux ont une fonction isolante qui leur permettent de supporter sans trop de difficultés les variations climatiques pouvant se produire au cours d'une même journée. La chaleur d'un soleil au zénith, le froid de la nuit, le vent ou la pluie. Les chevaux supportent en revanche plus difficilement les changements climatiques trop radicaux, en particulier lorsqu'ils n'ont pas la possibilité ni le temps de s'adapter. Si l'on veut par exemple faire voyager un cheval entre l'été de l'hémisphère nord et l'hiver du sud, il faut veiller à prendre le maximum de précautions. Le corps d'un cheval a en effet besoin de s'adapter en douceur aux changements climatiques qui s'annoncent. Avec les premiers froids, les poils s'allongent et s'épaississent pour mieux couvrir et isoler la peau. Mais un tel changement s'opère progressivement et nécessite plusieurs semaines. Les races nordiques sont dotées d'une peau plus épaisse et de crins plus abondants que les autres races de chevaux. Cela leur permet de mieux résister au froid et aux températures même les plus glaciales. Les zones du corps qui conservent le moins la chaleur sont naturellement celles dépourvues de poils, comme par exemple le bout du nez, l'anus, la vulve, le prépuce, le pli de l'aine ou encore dans une moindre mesure les arses, à la jonction des antérieurs et du thorax. Le cheval va donc veiller à les protéger lorsqu'il se repose en repliant ses membres. Grâce à ses longs poils, il supporte aisément le gel et la neige sur son corps. Contre le froid humide de la pluie, les comportements sont encore différents. Les chevaux exposent alors leurs hanches au vent et baissent la tête, de manière à empêcher l'eau de s'infiltrer dans leurs yeux et dans leurs oreilles. D'une manière générale, les chevaux n'apprécient guère être mouillés. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles ils se roulent par terre dès qu'ils transpirent ou sentent de l'humidité sur leur corps. Or, lorsqu'il pleut, le sol est boueux et ils peuvent moins facilement se rouler par terre. Ils préfèrent donc se mettre en mouvement pour réchauffer leur corps en augmentant leur température interne, ce qui a pour effet d'éliminer plus rapidement l'humidité. Tout cela se produit de manière naturelle lorsque les chevaux évoluent en liberté. Mais quand ils vivent au box, ce sont les propriétaires qui deviennent responsables de leur bien-être. Les couvertures, par exemple, permettent d'isoler les chevaux du froid et donc de maintenir leurs poils courts et brillants. Au début de l'hiver, les chevaux ne sont pas préparés au changement de température et il faut donc les couvrir, en particulier la nuit. La litière du box possède également un pouvoir d'isolation. Suffisamment épaisse, elle offre surtout au cheval un endroit confortable pour dormir et qui le protège du froid. Certes, le box protège aussi le cheval du vent et de la pluie, mais constitue à la longue un environnement pour le moins ennuyeux. Hélas, en hiver, les propriétaires sont contraints de fermer les portes et les fenêtres des box pour conserver la température ambiante, produite entre autres par la chaleur dégagée par le cheval. Il faut toutefois rappeler que pour maintenir le cheval en bonne santé, il est préférable que le box soit bien aéré et que les températures qui y règnent soient suffisamment fraîches. Ajoutons pour finir qu'un cheval préférera toujours pouvoir flairer, voir et entendre les autres chevaux de l'écurie. Son besoin d'échange et de compagnie est absolument essentiel à son bien-être et il ne redoute rien tant que l'isolement. Le cheval marche, se repose et galope sur ses 4 membres. L'extrémité de chaque membre est constituée par le sabot, appelé aussi le pied du cheval. La structure de cette partie de l'anatomie du cheval a une importance fondamentale, puisqu'elle constitue la base de la biomécanique de l'espèce. Le sabot se compose à l'extérieur d'une enveloppe cornée rigide, comparable aux ongles des êtres humains, et renferme à l'intérieur les 3 os du pied. La muraille, autrement dit la partie visible du sabot, lorsque le pied du cheval est posé à terre,
est divisée en plusieurs régions. On trouve tout d'abord la pince, la région antérieure du sabot. C'est aussi la partie de la muraille qui s'use le plus vite, notamment lorsque le cheval laisse traîner ses sabots qui raclent le sol. Sur les côtés de la muraille, derrière la pince, on trouve successivement les mamelles et les quartiers. C'est sur cette partie latérale que les clous des fers sont brochés. Enfin, la partie arrière de la muraille est constituée par le talon, lui-même divisé en deux parties. En effet, entre les deux talons, on peut observer une saillie en forme de V, en corne souple et élastique, qui recouvre le coussinet plantaire. Il s'agit de la fourchette. Il est important que cette partie reste bien en contact avec le sol pour permettre au sabot de s'ouvrir correctement au moment de la croissance. Des talons trop hauts empêchent ce processus. Les branches de la fourchette sont entourées par deux creux que l'on appelle les lacunes latérales. C'est là que se termine la sole, une plaque de corne sèche et parfois friable qui recouvre la partie inférieure du pied. La sole est concave et joue, au même titre que la fourchette, un grand rôle dans l'amortissement des chocs, car elle permet au coussinet plantaire de réaliser de légers mouvements de dilatation et de contraction qui aident les pieds à supporter le poids du cheval. La muraille recouvre et entoure donc la partie extérieure du sabot, débordant sur la sole de quelques millimètres. Cette partie du sabot doit être parée le plus régulièrement possible, car en temps normal, sa croissance est de 1 cm par mois. La muraille diminue d'épaisseur et de hauteur depuis la pince vers le talon. C'est pour cette raison que l'on broche les clous au niveau de la région des quartiers, plus épaisse, généralement de bas en haut. Les deux branches de la fourchette qui s'achèvent en pointe au centre de la sole sont divisées par un creux, communément appelé la lacune centrale. On peut observer sur la région antérieure de la muraille du sabot les sillons de l'enveloppe cornée, parallèles à la couronne et au bourrelet périoplique. Le périople, situé au bord supérieur de la muraille, est une bande de corne un peu plus molle. C'est à ce niveau-là que l'on peut apercevoir ces sillons correspondant aux anneaux de croissance du sabot. Ces derniers peuvent indiquer d'éventuels changements d'alimentation, ainsi que les effets des maladies que le cheval pourrait avoir contractées. En comptant ces anneaux, il est même possible de déterminer à quel moment précis le cheval a été malade. En effet, les sabots d'un cheval dont l'alimentation est régulière et contrôlée ne montreront pratiquement aucune altération. En revanche, les chevaux carencés en fourrage ou en sels minéraux présenteront sur leurs sabots des sillons et parfois même des fissures verticales, qui attestent de la faiblesse de la muraille, conséquence directe de ces carences alimentaires. À l'intérieur du sabot se trouve la troisième phalange, appelée aussi l'os du pied. Cet os s'articule à l'arrière avec l'os naviculaire, dit aussi petit sésamoïde, et au-dessus avec la deuxième phalange ou l'os de la couronne. Il est important de bien connaître la structure du pied chez le cheval, car des inflammations internes peuvent être à l'origine de la déviation de l'un de ses os et altérer la motricité du membre, en provoquant notamment une boiterie chronique. Les sabots d'un cheval ne sont pas les mêmes d'une race à l'autre. C'est pourquoi les fers se vendent le plus souvent par taille, un peu comme nos chaussures. Les sabots antérieurs sont par exemple généralement plus bas et évasés que les postérieurs. Au moment de ferrer, il y aura donc une différence de taille entre les fers des antérieurs et ceux des postérieurs. Les sabots grands et évasés conviennent particulièrement aux zones sableuses ou boueuses. La surface d'appui du sabot est plus grande et la pression est donc moins importante, ce qui permet au cheval de ne pas s'enfoncer ou presque. Les sabots plus petits s'adaptent mieux à des zones rocheuses et montagneuses, car leur surface d'appui est plus réduite, ce qui limite leur usure. Des petits sabots atténuent également le risque de glissade, car l'adhérence au sol est bien meilleure. Les sabots peuvent être de couleur noire, blanche ou bien les deux mélangés, parfois même par stries verticales. Les sabots noirs sont plus durs et donc indiqués pour les zones montagneuses.
sableuses, ou bien encore pour les sols particulièrement abrasifs, où l'usure des sabots est importante. Les sabots blancs sont quant à eux plus mous. Ils résistent donc moins à l'usure et conviennent mieux aux zones boueuses ou aux sols dont la terre est riche en matière organique. En effet, malgré la fragilité de ces sabots, ce genre de terrain ne provoque pas une usure excessive, sachant que la croissance de la corne reste, elle, de 1 cm par mois. La bonne santé des sabots dépend en grande partie de la qualité de l'alimentation fournie au cheval, ainsi que d'un apport suffisant en minéraux, essentiels à la croissance de la couche cornée. Lorsque l'on constate la présence de plusieurs fissures sur les sabots, il est impératif d'effectuer une analyse de sang. Cela va permettre de déterminer les minéraux dont le cheval manque pour mieux corriger ses carences. Le pied est un élément absolument essentiel de la locomotion du cheval. Il nous paraissait donc intéressant ici d'en détailler la structure. Le vieil adage ne dit-il pas « pas de pied, pas de cheval ». Considéré comme le plus petit cheval au monde, le Falabella est aussi le plus populaire des chevaux miniatures, en raison de sa morphologie gracieuse. Contrairement à ce que la plupart des gens pensent, le Falabella n'est pas un poney, mais bien un cheval miniature et un animal de compagnie. Le cheval Falabella est intimement lié à l'origine des chevaux sur le continent sud-américain, notamment les chevaux andalous, que les Espagnols emmenèrent avec eux lors de la conquête du Nouveau Monde au début du XVe siècle. Sélectionnés pour leur résistance et leur rusticité, ils furent ensuite livrés à eux-mêmes après l'échec de certaines expéditions. Les chevaux qui survécurent subirent alors une série de mutations génétiques et structurelles dues à un impératif d'adaptation au climat rude et changeant de leur nouvel environnement. La chaleur accablante, les vents froids du sud-ouest, les tempêtes et l'aridité des sols obligèrent ces chevaux à parcourir de grandes distances pour trouver de l'eau et des pâturages. Ils sont devenus ainsi de plus en plus résistants. Ils durent également fuir les Indiens de la région et échapper aux attaques de leurs prédateurs, les pumas en particulier. Tous ces facteurs ajoutés à leur isolement sont à l'origine de mutations génétiques qui se sont ensuite transmises aux générations successives. C'est ainsi que s'est façonné ce type de chevaux que les ancêtres de la famille Falabella aperçurent pour la première fois au milieu du XIXe siècle dans la province de Buenos Aires, en Argentine, parmi des tribus d'Indiens Mapuche. Après de nombreuses années de croisement et de sélection, la famille Falabella parvint à obtenir un groupe de chevaux bien conformés et aux proportions harmonieuses, affichant une hauteur au garrot d'environ 1 mètre. Par la suite, la famille Falabella réussit encore à améliorer et à affiner cette race. Elle introduisit pour ce faire des spécimens venus d'élevages européens, comme des petits pur-sang, des Shetland, des poneys Welsh et des petits chevaux d'Europe de l'Est. Les générations successives de la famille Falabella obtinrent des chevaux plus harmonieux que leurs ancêtres et abaissèrent le standard de la taille à 76 cm. À partir de 1940, le pionnier Julio Falabella commença à tenir un registre pour répertorier les naissances et les détails généalogiques de ses chevaux. C'est pour honorer son travail que le registre fut revu et modifié en 1980 par les établissements Falabella qui lui donnèrent sa forme actuelle. En 1962, les établissements Falabella vendirent quelques chevaux au président américain de l'époque, John Fitzgerald Kennedy. Les chevaux Falabella suscitèrent alors rapidement l'intérêt de nombreux éleveurs de chevaux à travers le monde, mais également de personnalités internationales, ainsi que de certains membres des familles royales européennes. Le Falabella se distingue des autres races de chevaux miniatures car il ne nécessite aucune intervention humaine lors de la gestation de la jument.
Les poulains sont naturellement de petite taille, mais présentent les formes harmonieuses et les caractéristiques des chevaux plus grands. D'autres races de chevaux miniatures peuvent en revanche transmettre à leur progéniture des proportions irrégulières et un caractère instable. Le Falabella se caractérise surtout, au-delà de sa taille et de sa résistance aux climats les plus rudes, par son tempérament tranquille, stable et très sociable, ainsi que par sa capacité d'adaptation au milieu dans lequel il évolue. Le Falabella est donc naturellement considéré comme un animal de compagnie, certains sujets répondant même à leur nom, à l'instar des chiens par exemple. C'est souvent le cas lorsqu'ils vivent dans de petits espaces, comme un jardin. Le Falabella est particulièrement utilisé en zoothérapie et en équithérapie. L'espérance de vie des Falabella lorsqu'ils sont bien soignés est de 40 à 45 ans, autrement dit bien plus que celle d'un cheval de taille habituelle. Cela explique aussi la longévité de son activité reproductrice. La tête est bien proportionnée par rapport au reste du corps et doit montrer les caractéristiques du cheval, même si elle peut sembler parfois un peu grosse. Leurs sabots sont petits et étroits, de forme ovale. Les poils sont fins, longs et soyeux, mais pas aussi résistants que ceux des Shetland. La peau est délicate, la crinière abondante et lisse, comme la queue. Des vétérinaires ont découvert que les Falabella avaient seulement 17 vertèbres thoraciques, contrairement aux autres chevaux qui en possèdent 18. Il existe une grande variété de robes chez le Falabella. Le bai brun et le noir sont les plus courantes, mais l'on trouve également des alezans, des bais et des pies. Nombreux sont les Falabella qui présentent des taches similaires à celles des chevaux Appaloosa. C'est la raison pour laquelle beaucoup pensent que les Falabella descendent de ce cheval d'origine nord-américaine. L'explication se trouve probablement dans le fait que des chevaux Criollo et Petizo Argentino ont participé à la sélection des premiers spécimens de Falabella. Aujourd'hui, rares sont les endroits dans le monde où l'on ne trouve pas de Falabella. Ils ont été élevés un peu partout et se sont reproduits aux quatre coins du monde, de l'Alaska jusqu'à la Terre de Feu, des contrées désertiques de la péninsule arabique aux fjords glacés de la Norvège, du Japon au désert aride d'Atacama. Un cheval bien alimenté et qui n'est pas confronté à des situations de tension extrême affiche souvent un état de santé excellent et se révèle également être moins exposé aux maladies et aux affections les plus courantes. Une alimentation carencée, aussi bien en quantité qu'en qualité, associée à une vie exposant le cheval à des situations inconnues, peut être à l'origine d'une baisse des défenses immunitaires, qui à son tour provoque l'apparition de diverses maladies, parmi lesquelles les mycoses. Plus connue sous le nom de teigne, la dermatophytose est l'une des mycoses les plus communes chez le cheval. Un champignon dermatophyte, le Trichophytum equinum, affecte la peau du cheval et fait apparaître de petites dépilations circulaires et des croûtes peu épaisses qui se détachent avec les poils. Pour que ce champignon survive et se développe, plusieurs conditions doivent être réunies. Une température élevée, un taux d'humidité assez important pendant plusieurs jours, ainsi qu'un certain degré de saleté. Il faut préciser que ce champignon a beaucoup de mal à se développer lorsque les températures sont basses. En effet, en hiver et dans les climats très froids, cette affection se manifeste très rarement chez les chevaux vivant en liberté. L'humidité, quant à elle, favorise donc la prolifération des champignons en tout genre. Lorsque l'on parle d'humidité, il peut s'agir aussi bien de la sueur du cheval que de la pluie ou du brouillard qui expose la peau à diverses affections, surtout si les autres conditions sont réunies. La plupart des champignons proviennent du sol. Il ne faut donc jamais oublier que ce sont les chevaux les plus sales,
autrement dit ceux qui ont tendance à se rouler souvent par terre, qui ont le plus de chances de contracter la teigne, contrairement aux chevaux qui sont régulièrement douchés et nettoyés. En hiver, les chevaux qui sont montés ou qui travaillent transpirent beaucoup. Lorsqu'on les lave sans les sécher correctement par la suite, ils ont tendance à se rouler par terre pour se sécher eux-mêmes. La température de la peau est alors plus élevée en raison de l'effort fourni et la saleté reste emprisonnée dans les poils. Ces conditions sont idéales pour le développement des champignons, même lorsqu'il fait froid. Les premiers cas apparaissent généralement au sortir de l'hiver, lorsque le thermomètre commence à grimper, annonçant le début du printemps. Chez les chevaux les plus faibles, qui vivent de surcroît dans des zones où le brouillard est fréquent et les températures élevées, la robe, qui n'a pas encore achevé sa mue à ce moment de l'année, a tendance à accumuler la saleté, créant les conditions idéales à l'apparition des mycoses. Au début, il s'agit juste de petits boutons, visibles sur les parties du cheval les plus exposées à l'humidité, comme les hanches, le dos et la crinière. Une observation microscopique permet de confirmer l'apparition de ces champignons, grâce à l'analyse de prélèvements de poils par épilation en périphérie des lésions. L'un des premiers symptômes de la teigne se manifeste lorsque le cheval montre des signes de fatigue. Il cherche à mordre, baisse les oreilles avec un air menaçant, puis finit toujours par s'éloigner. Quand on remarque un tel comportement chez le cheval, il faut l'observer attentivement afin de repérer les éventuelles dépilations rondes et les formes croûteuses. Au début de la maladie, le diamètre de ces formes croûteuses peut être d'à peine 1 ou 2 mm. Si la teigne n'est pas correctement et rapidement traitée, on peut alors observer l'agrandissement ainsi que le durcissement de ces croûtes. Le seul contact avec ces zones devenues assez sensibles est très douloureux pour le cheval, ce qui est tout à fait compréhensible. En effet, sous ces croûtes peuvent apparaître des lésions infectées qui deviennent prurigineuses. Il est donc nécessaire de prendre des mesures de désinfection, notamment concernant le matériel et toutes les pièces de harnachement utilisées avec d'autres chevaux. La maladie se propage en effet par contact avec des objets contaminés, mais aussi par transmission d'un animal à l'autre des spores des champignons. Heureusement, les champignons sont très sensibles aux solutions antimycosiques, qui permettent de traiter de manière efficace les mycoses cutanées. La solution d'hypochlorite de sodium se révèle par exemple souvent radicale. Avant de procéder au traitement, il est conseillé de doucher le cheval pendant quelques minutes, un quart d'heure tout au plus, pour ramollir les formes croûteuses. Il faut ensuite l'attacher à un point fixe, comme un anneau dans le mur par exemple, pour éviter qu'il ne nous morde ou ne nous agresse. Une éponge ou une brosse peuvent être utiles pour gratter et enlever les formes croûteuses, opération facilitée par la douche préparatoire. La douleur sera atténuée et l'imprégnation des solutions antimycosiques sera plus rapide. Car après avoir nettoyé les croûtes, il faut donc appliquer une solution antimycosique, l'hypochlorite de sodium par exemple, à l'aide d'une éponge ou par pulvérisation, en ayant pris soin de la diluer dans l'eau avant usage, à raison de 5 volumes d'eau pour 1 volume de solution. Certaines personnes préconisent un traitement topique, c'est-à-dire localisé sur chaque lésion, mais qui empêche toutefois de détecter et de traiter les filaments des champignons encore invisibles à l'œil nu. Pour faire repousser les poils, le traitement doit être répété plusieurs fois, à intervalles de 3 ou 4 jours. Des mesures hygiéniques de base et de désinfection du matériel permettent de prévenir la teigne et les mycoses cutanées chez le cheval. Si elles finissent quand même par apparaître, il vaut mieux savoir comment réagir et quel traitement adopter. En équitation,
Les pièces de harnachement sont destinées à contrôler le cheval et à le guider de la meilleure des façons. Les embouchures, les rênes, la selle sont pensées et conçues pour permettre au cavalier de monter sans difficulté tout en lui offrant le maximum de confort. Cependant, les choses ne sont pas si simples en équitation et certains enraînements, comme certaines embouchures, peuvent parfois provoquer chez le cheval des réactions inattendues, voire indésirables. Cela peut aussi être le cas avec une main trop dure sur une bouche sensible, en particulier si l'embouchure est sévère. La tête portée toujours haute, les coups de tête continus dès que l'on tire un peu sur les rênes, les tentatives de ruade et la perte de contrôle sont autant de comportements de la part du cheval que le cavalier doit essayer d'empêcher. Il nous paraît cependant difficile d'énumérer ici toutes les raisons qui peuvent pousser un cheval à se désunir et à devenir incontrôlable, mettant en danger l'intégrité physique du cavalier. L'art de l'équitation consiste pour le cavalier à savoir distinguer les bons enseignements des mauvais pour apprendre ensuite à les maîtriser avant de les transmettre à sa monture. Dès lors que l'on prend ses distances avec les techniques de dressage classiques, on choisit inévitablement de s'éloigner d'un travail bien fait et qui a fait ses preuves, pour entrer dans une dimension où l'homme et le cheval s'affrontent, le premier pour dominer et se faire obéir, le second pour se libérer des contraintes de la soumission. Alors, pour éviter ces réactions et ces comportements indésirables, on a créé des pièces de harnachement et des enraînements qui facilitent le travail du cavalier en augmentant la soumission du cheval. La martingale fixe est l'un de ces enraînements. Elle s'attache à la sangle entre les antérieurs, puis passe par un collier et se termine par un anneau fixé à la muserolle du filet. Généralement en cuir, la martingale fixe existe également en matière synthétique. Elle permet essentiellement de limiter la liberté des mouvements de tête du cheval vers le haut, qui peuvent parfois gêner la conduite et représenter un risque pour le cavalier. Il est essentiel cependant de savoir régler correctement la longueur de la martingale. Généralement, la muserolle à laquelle est fixée la martingale doit produire un léger contact sur le nez lorsque le cheval se trouve dans une position naturelle ou détendue. Et chaque fois qu'il essaie de changer cette position, il se sent retenu par la rigidité de la lanière qui le contrôle. Avec des chevaux difficiles qui ont une fâcheuse tendance à ruer, il est conseillé de raccourcir légèrement la martingale pour renforcer le contrôle du cavalier. La sécurité du cavalier n'est pas moins importante que le confort du cheval. Si l'on doit utiliser une martingale avec un cheval qui n'y est pas habitué et qui, de plus, se révèle être un cheval coriace, il est fortement recommandé de l'habituer progressivement à cet enraînement avant de pouvoir prétendre le monter. Nous avons en effet déjà assisté à des réactions très violentes de la part de chevaux se sentant brusquement retenus par la martingale. Il est donc préférable d'éviter ce genre de réaction, en particulier lorsque le cavalier est en selle. Un temps d'adaptation dans un manège à travers des séances de travail à la longe permet au cavalier de se préparer à affronter plus tard de telles réactions. Il est conseillé en outre de privilégier les rênes longues lorsqu'on choisit de faire travailler le cheval avec ce genre d'enraînement, pour s'assurer, en étant au sol, que la longueur de la martingale est bien réglée et qu'elle remplit donc bien son rôle. Cela permet aussi de prévoir et d'anticiper tous les risques éventuels liés à l'effet de surprise ou à la mauvaise utilisation de cet enraînement. Il faut garder à l'esprit que la martingale permet d'éviter certains problèmes, mais en génère d'autres. La martingale empêche certes le cheval de se servir de sa tête pour ruer, mais elle limite aussi l'extension d'encolure, pourtant fondamentale dans l'impulsion du cheval avant un saut. L'usage de la martingale n'est donc pas conseillé dans les disciplines où le cheval est appelé à sauter, comme les concours de saut d'obstacles naturellement. Si c'est le cas, il faut veiller à régler la martingale bien longue. Cet enraînement est également déconseillé sur les terrains irréguliers, où le cheval peut trébucher et chuter. En effet, la martingale entrave les facultés d'équilibre du cheval, lui permettant d'ordinaire d'éviter les chutes. Rappelons enfin que dans certaines disciplines,
l'usage de la martingale est obligatoire, car elle empêche la tête du cheval de heurter celle de son cavalier. Au polo, comme dans d'autres sports équestres où le cheval peut être amené à réagir violemment, aussi bien contre la main dure de son cavalier que face à des actions brutales, la martingale se révèle en effet quasiment incontournable. Les joueurs de polo, pour ne citer qu'eux, sont toutefois conscients du danger et savent qu'ils sont ainsi davantage exposés aux chutes et aux culbutes. Bien que l'usage de la martingale soit assez répandu dans les clubs et dans les écoles d'équitation, il est préférable d'éviter les enraînements abaisseurs pour privilégier à leur place les aides classiques et la légèreté d'une équitation mieux maîtrisée, soucieuse du bien-être du cheval. Une fois dépassés les premiers moments de tension sur le dos d'un nouveau cheval, il est temps de poursuivre le processus de dressage. Il ne faut jamais penser que nous ne rencontrerons plus de difficultés sous prétexte que nous l'avons déjà monté une fois et que tout sera désormais plus facile. Il vaut mieux garder à l'esprit que l'appréhension et la crainte sont les meilleurs ennemis du dresseur. Certes, le cheval va lui aussi être relativement tendu, mais fondamentalement, il va apprendre. Gardons également en mémoire que tout ce qui lui paraît violent le fera réagir avec violence, tandis que des mouvements détendus et calmes ne l'interpelleront peut-être même pas. C'est à nous de faire en sorte que le cheval réponde et réagisse aux indications, mais sans violence ni brutalité. C'est pour cette raison qu'il est conseillé d'inciter et d'encourager le cheval à l'aide de stimuli légers, que l'on peut ensuite accentuer progressivement, mais jamais l'inverse. Donner du talon au cheval, de manière trop prononcée, peut le pousser à ruer et il est préférable d'éviter ce genre de réaction. Si l'on remarque que le cheval commence à marcher, il faut accompagner le mouvement avec la jambe opposée à la direction dans laquelle il tourne, en produisant une petite pression sur son flanc, mais sans le pousser pour autant à ruer. C'est un peu comme si on enlaçait notre cheval avec une seule jambe. Lorsque le cheval commence à bouger et à s'agiter un peu, il faut relâcher la rêne extérieure tout en continuant avec la rêne intérieure à effectuer de petites pressions sur sa bouche pour le pousser à décrire un cercle. On commence généralement à travailler avec la rêne gauche pour marcher à main gauche sans se servir de la rêne droite, même si celle-ci doit toujours être prête à l'usage. Imaginons le bruit que pourrait produire la rêne gauche lors du contact avec la bouche du cheval. Il devrait idéalement être le plus léger et rythmé possible. Tic, tic, tic. Si ce bruit était fort et brutal, boum, boum, boum par exemple, l'usage de la force qu'il dénoterait provoquerait justement les réactions violentes que nous voulons à tout prix éviter chez le cheval. Sachant que les chevaux ont toujours tendance à partir dans la direction opposée à la pression qu'ils subissent, il n'est pas difficile d'imaginer qu'en tirant brutalement vers la gauche, on poussera le cheval à tirer avec sa tête vers la droite. Il peut même arriver qu'il fasse brusquement un tour complet sur lui-même vers la droite pour réagir à la pression. Pour faire freiner et arrêter un cheval tendu, on peut appliquer le même raisonnement. Chaque fois que l'on s'agrippe avec force aux rênes d'un cheval qu'on ne connaît pas encore, et ce dans le but de l'immobiliser, la réaction de ce dernier consistera le plus souvent à refuser de freiner et à partir dans la direction opposée à la pression, autrement dit, il cherchera dans ce cas soit à partir vers l'avant, soit à ruer. Il faut donc toujours garder le contrôle d'un cheval qu'on ne connaît pas bien, en utilisant si possible une seule rêne pour le faire tourner et pour le dominer, tout en maintenant un contact léger et moelleux avec sa bouche. Une fois que nous sommes parvenus à faire marcher le cheval calmement et sur de petits cercles, il faut commencer à agrandir et à ouvrir progressivement ces cercles. Si l'on sent que le cheval se détend, qu'il est en rythme et qu'il cède à la main, on peut alors essayer de le faire freiner et lui faire travailler l'arrêt. Au début, pour le faire freiner,
il vaut mieux utiliser l'arène intérieure pour pousser le cheval à décrire un tout petit cercle, toujours par petite pression légère. Quand on sent que les dimensions du cercle l'obligent à ralentir, on utilisera alors l'arène extérieure, toujours en douceur. Et lorsqu'il freine, il faut relâcher la rêne pour le récompenser d'avoir répondu à notre attente. Désormais, notre cheval aura enregistré de nouvelles informations. Le poids du cavalier au centre de la selle est sur son dos. La pression des rênes vers le haut, à l'endroit des mains du cavalier, et non pas vers le bas, comme c'était le cas avec les rênes longues qui passaient dans les étriers. Le contact et la pression de la jambe du cavalier sur son flanc pour le pousser à avancer. La rêne extérieure qui le retient tout doucement, puis qui cède lorsqu'il s'arrête. Progressivement, le cheval va se montrer capable d'avancer calmement et en douceur, et l'on va sentir par la même occasion qu'il est devenu plus simple de l'immobiliser. Il faut alors chercher à ouvrir le cercle pour que la trajectoire circulaire se transforme en une ligne droite, mais toujours à l'intérieur de l'enclos. Chaque fois que le cheval s'arrête, il est préférable de lui faire marquer véritablement l'arrêt. Il est nécessaire, durant le processus de dressage, de lui fixer des limites. S'il cherche à partir vers l'avant, il faut l'obliger à exécuter à nouveau un tout petit cercle. Ce n'est qu'une fois qu'il a bien marqué l'arrêt qu'on l'incitera à avancer de nouveau, mais toujours en douceur. Il est possible aussi, quand on est confronté à un cheval particulièrement paresseux, d'avoir recours à une badine. Il faut d'abord toucher le cheval lorsqu'on est encore au sol, pour l'habituer, et ne pas avoir de mauvaises surprises, avant de continuer une fois en selle. Lorsqu'on décide de dresser un cheval, il est important de parvenir à dépasser ses peurs pour travailler plus détendu et pour mettre l'animal dans les meilleures conditions. Il est recommandé, à cet effet, d'inspirer et d'expirer lentement, une technique très efficace pour se décontracter. Ce que nous déconseillons en revanche fortement, c'est d'oublier le respect qu'on doit porter au cheval en toute occasion. Car même le plus tranquille des chevaux est capable de réagir violemment à un mouvement brusque et inattendu. Gardez toujours cela à l'esprit. La plupart des grandes métropoles du monde possèdent leur propre corps de police à cheval, la police montée, qui participe au maintien de l'ordre public. Le cheval ayant la capacité de se déplacer à grande vitesse dans les espaces ouverts, sans faire trop de bruit, cela lui permet souvent de surprendre les malfaiteurs en flagrant délit. Les agents à cheval peuvent à tout moment quitter routes et boulevards pour passer à travers les parcs et les espaces verts, voire même franchir des cours d'eau, ce qui leur serait tout simplement impossible avec un véhicule classique. Les agents de la police montée jouissent aussi d'une vue complètement dégagée, du fait de la stature du cheval, et peuvent ainsi rapidement repérer les éventuels fauteurs de troubles, en particulier dans le cadre de grandes manifestations. En selle, ils se tiennent à distance des gens, se protégeant par la même occasion de possibles agressions. D'autre part, leur équipement et leur matériel sont bien plus lourds et complets que ceux plus traditionnels des agents qui patrouillent à pied. Un cheval de police doit toutefois être suffisamment entraîné pour bien s'adapter à son cavalier, mais aussi pour être capable d'affronter avec calme et courage de nombreuses situations imprévues qui effraieraient même le plus tranquille des chevaux. Avant toute chose, il est conseillé au quotidien de faire travailler les chevaux avec l'agent qui en est responsable. Cela permet de créer des liens et de renforcer le binôme. Enfin, la confiance réciproque s'avère très utile dans des situations parfois délicates. Il est recommandé de mettre en place une fois par semaine, et en particulier avec des jeunes chevaux fraîchement intégrés, un entraînement spécifique
destiné à consolider les bases traditionnelles du dressage. On commence par un échauffement au pas, puis au trot, une fois que les chevaux se sont détendus et répondent correctement aux indications. Les premiers tours s'effectuent en file indienne et il faut contrôler le rythme ainsi que la distance entre chaque cheval. Les nouvelles recrues doivent être placées au bout de la file afin de ne pas déranger le reste du groupe. Il faut ensuite regrouper les chevaux par deux pour mieux observer leur comportement. Ils ne doivent naturellement ni se mordre, ni donner de coups de pied lorsqu'ils sont en service, ce qui pourrait occasionner de sérieux problèmes. Les patrouilles et les missions de surveillance s'effectuent le plus souvent par équipe de deux, pour que chaque agent bénéficie d'une assistance si la situation l'exige. Dans chaque unité montée, un responsable évalue les chevaux ainsi que les cavaliers, pour procéder à tout moment à des remplacements, garantissant ainsi une meilleure efficacité et davantage de sécurité. Lorsque les rassemblements sont particulièrement importants et nécessitent donc davantage d'effectifs, les équipes passent de 2 à 4 agents à cheval, voire plus le cas échéant. C'est pour cette raison qu'il faut travailler lors des entraînements les exercices à 4 binômes alignés. La difficulté de ces exercices réside essentiellement dans l'exécution des virages. Car pour que la formation se maintienne parfaitement alignée, le cheval qui se trouve à l'extérieur doit augmenter sa vitesse, tandis que les chevaux au centre doivent légèrement ralentir. Lors des séances individuelles, il faut également soumettre les chevaux au changement de rythme et de vitesse ainsi qu'au demi-arrêt pour s'assurer qu'ils répondent correctement. Une autre technique consiste à faire évoluer les chevaux en rang serré sur une seule ligne, lorsqu'on souhaite par exemple protéger un véhicule ou un groupe de personnes. Il faut pour cela faire avancer les binômes comme s'ils devaient former un mur, avec le minimum d'espace entre chaque cheval. Dans ce cas précis, les chevaux les moins expérimentés doivent se positionner au centre, entourés par les plus anciens, ce qui permet de mieux contrôler leur peur et leur désir de fuite. Le responsable de l'unité, au sol, en profite pour s'appuyer tout doucement contre les chevaux qui avancent, poussés par le reste du groupe. Cette technique permet aux chevaux de dépasser leur peur et les prépare aux situations réelles, par exemple lorsqu'ils devront pousser des groupes de manifestants portant atteinte à l'ordre public. Les chevaux doivent aussi fréquemment traverser des barrières de protection, notamment des rideaux de fumée. Au cours de l'entraînement, on tire donc des bombes fumigènes pour habituer les chevaux à travailler dans ces conditions et à traverser les rideaux de fumée. Enfin, il faut également habituer les chevaux au coup de feu, en veillant à tenir l'arme toujours bien dissimulée près du corps. Cette précaution est essentielle, car le plus souvent, les agents de police montés se servent de leur arme comme d'un moyen de dissuasion. Un entraînement spécifique permet de former des chevaux courageux et très dociles, qualités essentielles pour assurer à la fois la prévention des délits et la sécurité publique, sans parler du spectacle singulier qu'ils peuvent offrir à la vue de tous, notamment dans le cadre de cérémonies officielles. On pourrait discuter pendant des heures et des heures des différentes méthodes existantes pour dresser les chevaux. Certains privilégient l'usage de techniques sévères, soutenant qu'elles constituent le seul moyen d'obtenir des résultats rapides et efficaces. D'autres, en revanche, défendent des méthodes plus douces et plus lentes, qui permettent, selon eux, d'obtenir un cheval parfaitement équilibré et fiable.
On sait aussi que les méthodes d'élevage et de dressage des chevaux changent selon les régions du monde dans lesquelles on se trouve. Certaines juments, par exemple, mettent bas en pleine nature, sans aucune intervention humaine, quand d'autres sont entourées pour cet événement par toute la famille du propriétaire. Dans les montagnes, les plaines ou la steppe, les chevaux sauvages finissent tôt ou tard par croiser la route des hommes et de leurs techniques. Les résultats peuvent naturellement être très variables. Lorsque les premiers contacts se passent mal, les chevaux peuvent même arriver à haïr celui qui cherche à les dresser, en devenant très agressifs. Si l'on dispose d'assez de temps pour travailler à nouveau avec ces chevaux, il est nécessaire de les convaincre qu'ils n'éprouveront plus jamais ce qu'ils ont vécu par le passé. Mais si le temps manque, il faut alors mettre en pratique des mécanismes et des techniques qui permettent, tout en nous protégeant, de sortir de cette impasse, et ce, sans agresser les chevaux. Les tranquillisants sont certes utiles pour procéder à quelques examens vétérinaires, mais leur effet prolongé empêche les chevaux de travailler correctement par la suite, rendant les séances parfois répétitives. Nous allons évoquer le cas d'un cheval vraiment très agressif. Ses propriétaires décidèrent de faire appel à Martin Ardeuil, notre expert en dressage. L'agressivité du cheval était sans nul doute le fruit des violences qu'il avait subies par le passé. Nous sommes convaincus ici par expérience que les chevaux sont bons par nature et que c'est l'incompétence et l'ignorance de l'homme qui les rendent parfois violents. On a donc raconté à Martin Ardeuil l'histoire de ce cheval, mais son comportement incessant d'autodéfense disait déjà tout. L'attraper s'est révélé être un véritable défi, et le cheval a prouvé qu'il ne manquait pas d'énergie. Ses propriétaires, en se protégeant derrière un autre cheval, réussirent finalement à le bloquer pour lui enfiler un licol. Plus d'une fois, le cheval a été sur le point de leur décocher un coup de pied, mais sans succès, car ils restaient sur leur garde. À ce moment précis, le cheval n'avait pas de raison valable de ruer ou de donner un coup de pied. Mais il ne faisait qu'exprimer, en agissant ainsi, sa rancœur et sa méfiance envers les hommes. Martin Ardeuil a alors choisi de l'emmener dans un paddock herbeux et de l'attacher à un poteau suffisamment haut pour éviter qu'il ne parvienne à retirer la corde en sautant. Attaché au milieu du paddock, le cheval pouvait quand même bouger et se déplacer. Pour réduire sa liberté de mouvement, Ardeuil a raccourci la corde qui le maintenait attaché au poteau. En ce faisant, il limitait son champ d'action afin de prévenir tout accès de violence et d'agressivité. Il suffisait en effet d'observer ses réactions face à l'homme. Ardeuil a alors décidé d'utiliser une longue badine, non pas pour le provoquer, mais au contraire pour évaluer son agressivité. Le cheval a alors prouvé, en donnant de violents coups de pied, qu'il n'aurait pas hésité, le cas échéant, à se défendre. Martin Ardeuil est donc resté prudent en se tenant à bonne distance du poteau. Il a ainsi compris qu'il allait lui être très compliqué d'approcher du cheval, qui était prêt à tout pour l'éviter. Il a décidé de raccourcir davantage la corde, obligeant le cheval à maintenir sa tête à droite du poteau. S'il cherchait à avancer, Ardeuil l'accompagnait. Il s'est alors retrouvé juste devant la tête du cheval, ce qui ne représentait pratiquement aucun risque. Il a ensuite approché une corde, destinée plus tard à attacher l'antérieur gauche. Mais dès que le cheval a senti le contact de la corde, sa peau s'est mise à frissonner et il a tressailli. Ardeuil, naturellement, agissait avec précaution, la main droite prête à se poser sur l'encolure du cheval, tout en maintenant une distance suffisante de sécurité. Après être parvenu à enrouler la corde autour de l'antérieur gauche, il l'a fait passer sur le dos, puis sous le ventre du cheval. Pour éviter le moindre risque, il a soulevé l'antérieur à distance, puis s'est approché pour attacher la corde. Donner des coups de pied devenait maintenant très difficile pour le cheval. Ardeuil ne l'agressait absolument pas. Il se prémunissait simplement d'éventuels accès de violence.
Il a ensuite continué à le toucher tout doucement avec la longue badine. Et si le cheval, malgré toutes les précautions, ruait quand même, il accentuait le contact de la badine. Si le cheval se tenait tranquille, il n'en faisait rien. Martin Ardeuil a réussi à force de patience à toucher les postérieurs du cheval et à détendre ses muscles. Par la suite, le cheval a cherché à se rouler par terre, ce qui a poussé Ardeuil à le détacher du poteau pour le faire travailler librement, en laissant toutefois l'antérieur suspendu en l'air. Le cheval a bien cherché à s'enfuir, mais cela lui était impossible. Ardeuil a alors soulevé sa tête en faisant pression sur ses ganaches et le cheval s'est appuyé sur sa main. Il a ensuite posé à plusieurs reprises sa main droite sur l'encolure du cheval, tout en s'assurant avec son coude qu'il ne tournait pas la tête pour le mordre. Il est ensuite parvenu à faire passer une autre corde, cette fois autour d'un des postérieurs. Avec cette corde, et toujours avec tact, il a soulevé plusieurs fois ce postérieur, en se tenant à distance. Progressivement, le cheval a pris confiance et s'est détendu. L'essentiel a été de faire preuve de patience et de respecter les temps du cheval sans l'agresser. Après l'avoir détaché et libéré, il restait encore à Ardeuil à aller chercher le cheval comme si de rien n'était. Lorsque le cheval regardait et fixait Ardeuil, ce dernier s'avançait tout doucement vers lui. Si en revanche le cheval prenait la fuite, Ardeuil le suivait à travers tout le paddock. Mais le cheval a fini par se laisser attraper sans résistance. Après quelques minutes, il s'est même laissé toucher et caresser par Martin Ardeuil et a ressenti le besoin de le suivre. À la fin, l'animosité du cheval avait donc totalement disparu et l'un et l'autre étaient devenus des amis. Après s'être défiés, ils évoluaient désormais côte à côte. Pour ce cheval, c'est une nouvelle vie qui recommençait.